2013, c'est l'année où le monde découvre un nouveau visage de la terreur. Dans les ruines de la guerre civile syrienne, une organisation émerge du chaos. Son nom, l'État islamique. Comment un petit groupe armé a-t-il pu devenir la force la plus redoutée du Moyen-Orient? La réponse est simple. Par une violence si extrême que même Al-Qaïda les a désignés comme ennemis. À première vue, c'était une milice parmi d'autres. Mais en réalité, c'était une machine de guerre méthodique. Leurs crimes rappellent les heures les plus sombres de l'histoire. Esclavage de masse, crucifixion publique, décapitation filmée, génocide planifié. Depuis les camps de la mort de la Seconde Guerre mondiale, le monde n'avait rien vu de tel. Pendant 10 ans, des milliers de civils ont vécu sous ce régime de sang. Le groupe naît en 1999. À l'époque, il reste dans l'ombre. Les services de renseignement le voient comme une petite cellule affiliée à Al-Qaïda. En 2008, l'organisation est presque rayée de la carte. Les forces américaines et les milices irakiennes éliminent ses cadres. Les membres survivants parlent alors d'une crise extraordinaire. Le groupe est à l'agonie. Mais tout bascule en 2010. Abu Bakr al-Baghdadi prend les commandes. Il ne veut pas seulement combattre, il veut bâtir. Sous son impulsion, l'organisation se transforme. Lorsque la guerre civile éclate en Syrie, Baghdadi voit une opportunité. Il envoie des milliers de combattants traverser la frontière depuis l'Irak. L'objectif est clair, instaurer un califat mondial régi par la charia. Sur les cartes de l'époque, on voit la tache noire s'étendre. En 2014, l'État islamique atteint son apogée. Il contrôle 100 000 km². C'est la taille de l'Islande ou du Tennessee. Il domine 40% du territoire irakien et 30% de la Syrie. Raqqa devient leur capitale. Leur armée grossit à une vitesse record. Ils ne font pas que recruter. Ils absorbent les autres groupes islamistes par la force. En août 2014, les estimations tombent. 80 000 soldats sous les ordres de Baghdadi. La tactique est basée sur la terreur pure. On voit sur les images d'archives des convois de pick-up noirs foncer vers les villes. Face à eux, l'ennemi s'effondre souvent sans combattre. Les soldats irakiens et les rebelles syriens abandonnent leur poste. Ils retirent leurs uniformes en hâte pour se fondre dans la foule civile. Ils savent ce qui les attend s'ils sont capturés. Une mort lente, une mort filmée. Mais ce n'était que le début de l'escalade. Les victoires s'enchaînent jusqu'en 2017. C'est le point de rupture. Les forces démocratiques irakiennes et syriennes lancent l'offensive finale. Mossoul tombe, puis Raqqa. Le califat géographique s'écroule. Pourtant, le silence ne signifie pas la fin. L'organisation s'est repliée dans l'ombre, attendant son heure. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. L'État islamique suivait une version radicale de l'islam sunnite, le wahhabisme. Cette doctrine exigeait une purification totale de la religion. Il fallait éliminer tous les groupes accusés de souiller l'islam avec de faux enseignements ou une morale déviante. C'était une secte apocalyptique. Pourquoi l'État islamique cherchait-il la guerre totale? Ils attendaient la fin des temps. Le plan était simple, vaincre les ennemis de l'islam et restaurer le califat rachidoun. C'était le régime qui existait juste après la mort du prophète Mahomet. Leur idéologie glorifiait le meurtre. Verser le sang des apostats et des hérétiques était présenté comme le seul chemin vers le paradis. Quiconque refusait d'adhérer à cette vision stricte devenait une cible. Ils étaient considérés comme de la vermine à exterminer. À l'image, des exécutions de masse et des drapeaux noirs. Les non-musulmans subissaient une persécution violente, mais l'organisation réservait une haine particulière aux musulmans chiites. Pour eux, les chiites désacralisaient la véritable foi. La loi du califat était la charia. Dans ce système, l'esclavage était légal pour certaines catégories de personnes. Les femmes perdaient tous leurs droits. Elles devenaient la propriété de leur mari. Il leur était interdit de marcher seules dans la rue. Les violences conjugales étaient autorisées par la loi et le divorce leur était inaccessible. Les sanctions tombaient sans pitié. Pour un vol, la main du coupable était amputée. L'organisation multipliait les supplices, crucifixion, décapitation ou immolation par le feu. Sur les enregistrements, on voit des corps exposés sur les places publiques. La brigade Al-Kansa gérait la police des mœurs. C'était une unité composée uniquement de femmes. Elle patrouillait pour imposer le code vestimentaire et surveiller le comportement des habitantes. Les arrestations étaient quotidiennes. Les motifs? Se déplacer sans tuteur masculin, porter du maquillage, des vêtements trop ajustés ou manquer de soumission devant l'autorité.
À première vue, un groupe terroriste classique. Mais en réalité, une machine de mort trop extrême, même pour les autres djihadistes. Les actes étaient si atroces que même Al-Qaïda a dénoncé l'État islamique. L'émir d'Al-Qaïda, pourtant responsable de milliers de morts, a critiqué ces méthodes. Il a déclaré que ces attaques touchaient le sang protégé des femmes et des enfants. Pour lui, les civils chiites devaient être épargnés à cause de leur ignorance. L'idéologie a fini par isoler le groupe du reste du monde. Esclavage et génocide. L'Irak et la Syrie abritent des dizaines de minorités ethniques. Yézidis, Mandéens, Assyriens, Turkmènes ou Druzes. Pour l'État islamique, ils étaient tous des cibles. Pourquoi ce déchaînement de violence? Les raisons étaient soit religieuses, soit politiques. Daesh appliquait une interprétation radicale de la charia. Les hommes devaient mourir, les femmes devaient servir d'esclaves. À l'image, des milliers de femmes sont forcées à l'esclavage sexuel. Elles sont achetées et vendues aux enchères comme du bétail. Sous les lois du califat, ces femmes n'ont aucun droit. Elles sont une simple propriété, comme au XVIIIe siècle. Ce commerce d'êtres humains n'était pas un accident. C'était une ressource financière majeure pour l'État islamique. Tout était régulé par l'administration centrale. En l'an 2014, un document officiel a fuité. Il fixait le prix des esclaves yézidis et chrétiennes selon leur âge. Le tarif pour une femme entre 40 et 50 ans, 43 $. Pour une fillette de moins de 9 ans, 172 $. À première vue, une organisation religieuse, mais en réalité, une entreprise criminelle de traite humaine. Les yézidis étaient la cible prioritaire. Daesh voulait éradiquer leur existence. Pourquoi? Parce que leur religion pré-islamique était perçue comme un culte du diable. Aux yeux des djihadistes, ils étaient des hérétiques sans aucune protection légale. Les attaques ont commencé dans la région de Sinjar. Des villages entiers ont été encerclés. Les exécutions étaient systématiques. On voit sur les images, la population masculine est alignée et fusillée. D'autres subissent des tortures atroces. Ils sont brûlés vifs, enterrés vivants ou décapités devant les caméras. Le 3 août 2014, l'offensive massive sur la province de Sinjar est lancée. Dans chaque localité, les morts se comptent par centaines. Le sang coule pour alimenter la propagande de l'organisation. La trahison est venue de l'intérieur. Dans ces villages, les yézidis vivaient aux côtés des musulmans sunnites depuis des décennies. Pourtant, lors de l'invasion, de nombreux voisins ont collaboré avec Daesh. Ils ont désigné les maisons des familles yézidis ou les ont empêchés de fuir. Le bilan est lourd. 200 000 personnes ont pris la fuite. 50 000 se sont réfugiés dans les montagnes de Sinjar. Ceux qui restaient n'avaient qu'un choix, la conversion forcée ou la mort. Contrairement aux chrétiens, les yézidis n'avaient même pas le droit de payer la jizya, la taxe de protection. Sur les hauteurs du mont Sinjar, la situation était désespérée. Plus d'eau, plus de nourriture, plus de médicaments. En bas, l'artillerie de Daesh pilonnait les versants et les combattants gagnaient du terrain chaque jour. Les événements se sont accélérés. Les forces kurdes, épaulées par les frappes aériennes britanniques et américaines, ont fini par briser le siège. Des vivres ont été largués par avion. Mais le sauvetage est arrivé trop tard pour des milliers de victimes déjà torturées ou vendues. Les Turkmènes d'Irak ont subi le même sort. Bien que majoritairement musulmans sunnites, ils étaient vus comme des traîtres. Daesh les considérait comme des alliés de la Turquie, l'ennemi juré du califat. En juin 2014, la ville de Tal Afar tombe. 300 hommes sont massacrés immédiatement. 1300 personnes sont enlevées. Selon le front turkmène irakien, seuls 42 captifs sont revenus vivants. En septembre, 350 000 Turkmènes errent sur les routes, chassés par la faim et la terreur. En février 2015, le chiffre grimpe à 600 000 déplacés. 600 femmes turkmènes ont été vendues comme esclaves sexuelles. Elles ont été transférées vers des prisons spéciales en Syrie. Elles servaient de récompense pour les combattants de l'État islamique. Aujourd'hui, la plupart des Turkmènes n'ont toujours pas retrouvé leurs maisons ancestrales. Pour se défendre, ces minorités ont créé des milices locales. Les unités de résistance de Sinjar ou les brigades turkmènes ont pris les armes. Mais le combat était inégal. Manque de munitions, pas d'armes lourdes, pas de financement. Sur le terrain, ces groupes ne pouvaient pas gagner seuls. Leurs seuls succès ont été obtenus en combattant aux côtés des Peshmerga kurdes. Sans la défaite finale de Daesh, ces peuples auraient disparu de la carte. Ainsi s'est achevée la phase la plus sombre de leur histoire. 2 milliards de dollars par an. C'est le budget colossal dont disposait l'État islamique à son apogée.
Bien qu'aucune nation ne reconnaisse son existence, l'organisation fonctionnait comme un véritable pays. Elle gérait la production d'électricité, la distribution d'eau potable et les chantiers de construction. Elle fabriquait ses propres armes et administrait des hôpitaux. Pour faire tourner cette machine, Daesh devait payer des milliers de soldats et de fonctionnaires chaque mois. Comment un groupe terroriste a-t-il pu financer une telle structure? La réponse est simple. Ils ont transformé le chaos en une entreprise criminelle ultra rentable. À première vue, un califat religieux, mais en réalité, une mafia bureaucratique. L'organisation a mis en place un système fiscal agressif. Personne n'y échappait. Les employés civils payaient la zakat, une taxe calculée sur l'ensemble de leurs biens personnels. Les commerçants subissaient l'ocre, un impôt sur l'importation et l'exportation de chaque marchandise franchissant les checkpoints. Même les combattants étaient taxés. Le COMS imposait de reverser 20% de tout le butin de guerre à l'administration centrale. Mais l'impôt ne suffisait pas. L'État islamique multipliait les méthodes de gangsters. Les extorsions étaient systématiques. Si un propriétaire de magasin refusait de payer les frais de protection, son commerce finissait en cendres. Les banques et les bijouteries étaient pillées lors de raids organisés. À cela s'ajoutait le trafic de drogue et les dons privés provenant de sympathisants étrangers. La situation s'est accélérée avec l'or noir. Le pétrole brut était le moteur financier du califat. À l'image, des centaines de puits de pétrole sous un ciel noir de fumée. Daesh vendait ce brut sur le marché intérieur, mais surtout au marché noir international. Les acheteurs étaient des commerçants locaux indépendants. Ils venaient charger leurs camions directement à la pompe. Le brut partait ensuite vers des raffineries artisanales gérées par des entrepreneurs privés. Le processus de raffinage était primitif et mortel. Les installations consistaient en de simples réservoirs en acier posés sur des feux de joie. Le pétrole chauffait jusqu'à s'évaporer. La vapeur passait dans des tuyaux sur le toit de la cuve avant de refroidir et de goûter dans des tranchées tapissées de plastique. On obtenait ainsi de l'essence ou du mazout, un carburant de mauvaise qualité et extrêmement polluant. L'erreur était interdite. Les réservoirs explosaient régulièrement sous la pression. Au fond des cuves, des résidus noirs et cancérogènes s'accumulaient. Pour les nettoyer, l'organisation utilisait des enfants. Des adolescents étaient envoyés à l'intérieur des citernes brûlantes car leur petite taille permettait de racler les parois. On voit à l'écran des visages d'enfants couverts de suie grasse. L'environnement était totalement dévasté. Les fuites de pétrole saturaient le sol, tandis que les ouvriers respiraient des vapeurs toxiques du matin au soir. Un ouvrier a résumé son quotidien. « Nous commettons un suicide lent pour nourrir nos enfants, en attendant que Dieu nous montre une issue. » Mais ce n'était que le début du réseau. Les revenus les plus importants venaient des transactions internationales avec la Turquie, l'Iran, la Jordanie et l'Irak. Le commerce était illégal, il fallait donc masquer l'origine du produit. Le pétrole de Daesh était vendu bien en dessous du prix du marché. Une aubaine pour les acheteurs peu scrupuleux. La méthode était rodée. Des négociants légitimes achetaient ce pétrole de contrebande et le mélangeaient à du brut officiel provenant de sources légales. Une fois mixé, le pétrole du califat devenait intraçable. Il franchissait les frontières dans des milliers de camions-citernes. Les forces aériennes britanniques, américaines et syriennes ont fini par réagir. Les champs pétroliers sont devenus des cibles prioritaires. Les frappes chirurgicales ont visé les pompes et les camions pour couper les vivres à l'organisation. L'argent ne coulait plus. Ainsi s'est brisée la colonne vertébrale financière du califat. 28 tonnes de pétrole brut pour 4 200 $. C'était le prix de gros fixé par l'État islamique. La marchandise traversait la frontière turque dans des camions-citernes. Une fois sur place, le pétrole volé était mélangé à des stocks légaux pour devenir intraçable. Un ancien officier du renseignement de Saddam Hussein, devenu contrebandier, confirme les marges. Ce pétrole acheté une misère était revendu 15 000 $ en Jordanie. Comment une organisation terroriste a-t-elle pu devenir un géant de l'énergie? La réponse est simple, le profit n'a pas d'odeur. Les États-Unis ont même accusé le régime syrien d'Assad d'acheter ce pétrole, alors que les deux camps se livraient une guerre totale. À son apogée, ce trafic rapportait 1 million de $ par jour. Certaines estimations montent même jusqu'à 3 millions. À l'image, des colonnes de fumée noire s'élèvent des raffineries. Ces sites étaient le cœur battant du califat. Les frappes aériennes de la coalition les ont pris pour cible de façon systématique. Fin 2015, la production s'effondre.
Les revenus tombent à 660 000 $ quotidiens. Les territoires sont libérés un à un. Les fonds s'évaporent. L'organisation perd des milliers de puits de pétrole, des usines de ciment et des sites de production d'engrais. Surtout, elle perd des millions de contribuables. La situation est devenue critique. Pour survivre, le groupe a basculé dans le trafic de stupéfiants. Leur produit phare, la phénéthyline. On l'appelle le Captagon. C'est une drogue de synthèse ultra populaire dans le Golfe et le monde arabe. Sur le front, les djihadistes en consomment massivement. Le produit permet de combattre sans dormir, de supprimer la faim et d'effacer la peur. Mais ce n'était que le début. Malgré les lois islamiques strictes interdisant les intoxicants, l'organisation a industrialisé la production. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, les cellules affiliées taxaient le trafic de cannabis et de hashish. Dans d'autres régions, les combattants servaient d'escorte armée pour les cartels locaux. L'État islamique est devenu un cartel à part entière. Le bilan est massif. En 2020, la police italienne a saisi 14 tonnes de Captagon en provenance de Syrie. 84 millions de comprimés. Valeur marchande, 1 milliard de $. C'est la plus grosse saisie d'amphétamine de l'histoire mondiale. 2 ans plus tôt, l'armée syrienne libre avait déjà découvert une cache de drogue d'une valeur de 1 400 000 $. L'argent coulait, mais le pétrole et la drogue ne suffisaient pas. Le pillage des antiquités est devenu la deuxième source de revenus du groupe. À un moment donné, l'organisation contrôlait 30% des sites historiques irakiens et une grande partie des trésors syriens. Ce qui n'était pas détruit pour la propagande était vendu au plus offrant sur le marché noir international. Un homme a tenté de s'interposer. Khaled al-Assad, archéologue syrien de renom. Lorsque les combattants ont encerclé la ville de Palmyre, il a organisé l'évacuation d'urgence des pièces les plus précieuses. Il voulait empêcher leur vente ou leur destruction. Il a été capturé et jeté en cellule. Sur les rapports de l'époque, on lit « Une semaine de torture ininterrompue. Les bourreaux voulaient savoir où les trésors étaient cachés. Khaled al-Assad n'a jamais parlé. Il a été exécuté sur la place publique. Son corps a été exposé dans les vieux quartiers de la ville. Sur sa poitrine, une pancarte le désignait comme un apostat. Ainsi s'est achevée la vie du gardien de Palmyre. » Décembre 2017. C'est à cette date précise que les forces irakiennes ont repris le contrôle total de leur territoire. Le califat autoproclamé s'effondrait après des années de combats acharnés et de massacres de masse. Pourquoi ce régime a-t-il fini par s'écrouler? La puissance de feu internationale était devenue écrasante. Mais en réalité, le groupe ne s'est pas évaporé du jour au lendemain. Au début de l'année 2019, le territoire de l'organisation s'était réduit à un seul point sur la carte. Le village d'Al-Baghouz, en Syrie. Le 9 février, les forces démocratiques syriennes ont lancé l'assaut final. Les tirs d'artillerie ont pilonné les dernières positions. La zone a été libérée. Les derniers vestiges du califat ont disparu sous les décombres. Mais ce n'était que la fin d'une étape. À l'image, des ruines fumantes et des drapeaux noirs au sol. Pourtant, l'organisation survit. Le califat géographique est mort, mais l'idéologie reste opérationnelle. Aujourd'hui, de nombreux groupes affiliés sont toujours actifs sur plusieurs continents. Des cellules terroristes entières prêtent encore allégeance au mouvement. En Afrique, la menace est concrète. Des groupes contrôlent des secteurs entiers au Mali, au Nigeria et en Somalie. Ils installent des barrages, collectent des taxes et imposent leurs lois par les armes. D'autres réseaux ne possèdent aucun territoire. Ils se contentent de frapper dans l'ombre. Leur cible, les civils innocents. Le danger a changé de visage. Internet est devenu le nouveau champ de bataille. Des individus se radicalisent seuls, devant leurs écrans. Ils n'ont jamais rencontré de recruteurs. Ils n'ont jamais mis les pieds dans un camp d'entraînement. Pourtant, ils commettent des attentats au nom de l'organisation. C'est probablement le groupe terroriste le plus puissant de l'histoire moderne. Son influence ne connaît aucune frontière. La liste des cibles s'allonge. Le Royaume-Uni, la Syrie, l'Inde, l'Australie, les Philippines ou encore la Russie. En tout, 29 pays ont été frappés par leurs opérations. 22 mars 2024, Moscou. 4 tireurs pénètrent dans une salle de concert. Ils ouvrent le feu sur la foule. Le bilan est lourd, 144 morts et 551 blessés. Sur les vidéos de surveillance, on voit la détermination des assaillants. Ils progressent avec calme, ils tirent avec précision. Cette attaque prouve une chose, le groupe dispose encore des ressources nécessaires pour exécuter son programme. L'histoire ne s'est pas arrêtée à Al-Baghouz.